Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène qui fait vraiment rêver sur les réseaux sociaux face à une crise du logement bien réelle. Les mini-maisons en kit que l'on peut commander en quelques clics sur des plateformes comme Amazon. La question qui va nous occuper est donc la suivante. Est-ce que cette tendance représente une véritable solution d'avenir pour l'accès à la propriété, une sorte de révolution de l'habitat? Ou est-ce que c'est une illusion dangereuse qui exploite le désespoir de ceux qui cherchent à se loger? Au fond, c'est un peu le choc entre la promesse de l'e-commerce, l'instantanéité, et la réalité qui est lente, complexe et, disons-le, ultra réglementée de la construction. Je défendrai l'idée que c'est une innovation nécessaire qui apporte une flexibilité et une accessibilité inédite sur un marché qui est complètement bloqué. Et de mon côté, je soutiendrai que c'est, dans la plupart des cas, un piège financier et un véritable cauchemar administratif. Une fausse bonne idée qui peut coûter très très cher. Alors, pour poser le contexte, en France, se loger est devenu un vrai parcours du combattant. Quand on voit le prix moyen du mètre carré dans les grandes villes, la difficulté d'obtenir un prêt immobilier, l'idée d'acheter une maison pour 15 000, 20 000 ou 40 000 euros, ça a de quoi séduire. Ces kits, comme le modèle S. Double Story de près de 60 mètres carrés, proposent un design moderne, parfois une terrasse sur le toit, une livraison rapide. C'est la promesse d'une vie plus simple, minimaliste, loin des crédits sur 25 ans. Pour un jeune couple, un artiste qui cherche un atelier, ou même pour créer une chambre d'amis dans son jardin, l'opportunité semble incroyable. On démocratise vraiment l'accès à un chez-soi. Pour moi, la réalité est beaucoup moins rose. Ce que vous décrivez comme une démocratisation, je l'appelle un mirage immobilier viral. Le prix affiché, c'est l'appât. Mais derrière, c'est un océan de complications et de coûts cachés. On ne parle pas d'acheter un meuble en kit. Là, on parle d'un bâtiment destiné, en théorie, à être habité. Or, ces structures, pour la plupart, sont de simples abris de jardins améliorés. Elles n'ont aucune chance, mais vraiment aucune, de respecter le code de la construction et de l'habitation, et encore moins la réglementation environnementale, la RE 2020. En clair, obtenir un permis de construire, les raccorder au réseau d'eau ou d'électricité, et même les assurer, ça relève de l'impossible. L'acheteur ne le sait pas encore, mais il achète un problème, pas une solution. Je comprends l'argument de la complexité, mais on ne peut pas ignorer le point de départ, le prix. Un modèle comme l'Hollywood Escape, c'est moins de 10 000 euros. Des maisons containers extensibles sont proposées à moins de 25 000 euros. Comparez ça à l'apport personnel exigé par une banque pour un studio en périphérie d'une métropole. On parle d'une alternative qui permet d'éviter l'endettement à vie. La simplicité de l'acte d'achat est aussi révolutionnaire. On clique, on paye, et quelques semaines plus tard, un camion dépose votre future maison. C'est une rupture totale avec le modèle traditionnel. Mais cette simplicité est précisément le cœur du piège. Ce prix de base, disons 20 000 euros, ne représente au mieux que 30 à 50% du coût final. D'abord, il faut un terrain, et il faut qu'il soit constructible. Ensuite, la livraison est souvent en bord de route. Il vous faut une grue pour déplacer le container ou les palettes sur votre parcelle. Ça, c'est déjà plusieurs milliers d'euros. Puis viennent les fondations. Une dalle en béton bien faite, c'est entre 5 000 et 15 000 euros. Sans ça, la structure va bouger et se dégrader très très vite. Attendez, vous arrivez déjà à des sommes considérables. D'où viennent ces chiffres? On voit des tutoriels où des gens semblent s'en sortir pour beaucoup moins. Ah, les tutoriels. Ils montrent la partie amusante. Ils ne montrent jamais la facture de l'entreprise de terrassement, ni le devis pour le raccordement au réseau. Et ça, c'est le poste de dépense le plus imprévisible. Si votre terrain est un peu isolé, amener l'eau, l'électricité et le tout à l'égout peut coûter de 10 000 à plus de 50 000 euros. Un expert du secteur estime que ces frais périphériques peuvent facilement atteindre 100 000 à 150 000 euros, même sur un terrain déjà viabilisé. Du coup, le kit à 20 000 euros se transforme en un projet à 170 000 euros. Et à ce prix-là, vous n'avez plus une bonne affaire, vous avez un hangar mal isolé pour le prix d'une petite maison traditionnelle. D'accord. Admettons que le budget total soit plus élevé que le prix affiché. Il n'en reste pas moins que pour celui qui est un peu bricoleur et qui a déjà un terrain, l'équation peut rester intéressante. Et puis, parlons de la qualité. Ce n'est pas juste une cabane. Les modèles en conteneur utilisent des cadres en acier galvanisés, traités pour résister à la corrosion, au vent et même au séisme. Les fiches techniques parlent d'une isolation en laine de roche, de murs insolorisés. Certains kits en bois sont un épicéa nordique, un matériau réputé pour sa densité, sa durabilité. On parle d'une durée de vie de 25 ans. Ce n'est pas négligeable quand même. Justement, parlons-en des matériaux. L'acier galvanisé, c'est très bien pour la structure, mais c'est un conducteur thermique exceptionnel. C'est ce qu'on appelle un pont thermique. Pour que tout le monde comprenne bien, imaginez que vous tenez une paille en métal dans un verre de boisson glacé.
Toute la paille devient froide instantanément. C'est exactement pareil pour la structure en acier de ces maisons. En hiver, elle aspire le froid de l'extérieur vers l'intérieur et en été, c'est l'inverse. Concrètement, ça veut dire que vos factures de chauffage et de climatisation vont exploser, annulant toutes les économies faites à l'achat. L'isolation annoncée est souvent d'une épaisseur ridicule, totalement inadaptée à nos climats et à des années-lumière des exigences de la RE 2020. Et pour le bois, l'épicéa nordique, c'est quand même un gage de qualité, non? On construit des chalets entiers avec ça. On construit des chalets avec du bois traité et assemblé par des professionnels. L'épicéa brut livré en kit, s'il n'est pas traité immédiatement et de manière experte, lasuré, peint, protégé, il va prendre l'humidité, se tordre et en quelques années, vous aurez des problèmes de moisissure et de pourriture. Andrew Bennett, qui est un constructeur de mini-maisons sur mesure, qualifie la plupart de ces kits de perte de temps et d'argent. Ce ne sont pas des habitations, ce sont des structures temporaires vendues comme permanentes. Je vois l'objection sur le plan technique pour une résidence principale. Mais c'est là que la flexibilité de ces produits entre en jeu. Tout le monde ne cherche pas à y vivre à l'année. Pensez à un bureau de jardin, un studio de musique, une chambre pour un adolescent qui veut son indépendance. Pour une surface de moins de 20 mètres carrés, une simple déclaration préalable de travaux suffit. On contourne la complexité du permis de construire. Pour les modèles sur roue, c'est encore plus simple. On entre dans la catégorie des habitations légères de loisirs, avec une réglementation beaucoup plus souple. Alors là, c'est là que le cauchemar administratif commence vraiment. Vous pensez contourner la bureaucratie, mais en réalité, vous vous jetez dans un vide juridique. La déclaration préalable pour une annexe de jardin de moins de 20 mètres carrés vous autorise à construire un abri, pas à y vivre. Pour qu'il soit considéré comme habitable, il doit respecter les mêmes normes qu'une maison. Si vous y installez une salle de bain, une cuisine et que quelqu'un y dort, vous êtes dans l'illégalité. La mairie peut vous envoyer un courrier et exiger le démontage sous peine d'astreinte journalière. Mais comment la mairie pourrait-elle le savoir? Il y a une tolérance, non? La tolérance s'arrête au premier voisin qui se plaint ou à la première demande de raccordement que vous ferez. Un technicien d'Enedis ne viendra pas brancher l'électricité sur une cabane non déclarée comme habitation. Et l'argument de la maison sur roue ne tient pas non plus. En France, on ne peut pas vivre à l'année dans une caravane ou une tiny russe sur son propre terrain privé, sauf si le terrain est classé dans le PLU, le plan local d'urbanisme, comme une zone pastis spécifique, ce qui est extrêmement rare. La plupart du temps, la durée est limitée à 3 mois par an. Le rêve de liberté se heurte au mur du droit de l'urbanisme. Et pourtant, face à des loyers qui peuvent dépasser 1 500 € pour une petite surface dans une grande ville, le calcul peut se défendre. Même si la structure est imparfaite, elle vous permet d'économiser des dizaines de milliers d'euros de loyer sur plusieurs années. C'est une reprise de contrôle sur ses finances. On peut même imaginer la louer sur des plateformes de location saisonnière et générer un revenu. C'est un actif tangible, même s'il n'est pas parfait. Je suis désolée, mais je ne peux pas laisser passer le mot actif. C'est tout le contraire. Un bien immobilier traditionnel, ça prend de la valeur avec le temps. Ces structures, elles, se déprécient comme une voiture. Dès la sortie du camion, elles perdent 20% de leur valeur. Le financement est un autre obstacle majeur. Aucune banque ne vous accordera un prêt immobilier pour un produit non conforme, sans permis de construire et sans assurance dommage-ouvrage, qui est obligatoire en France pour toute construction. Vous devez donc payer cash. Mais l'assurance? Ne peut-on pas l'assurer comme une dépendance ou un mobil-home? C'est extrêmement compliqué. Si un incendie se déclare et que les pompiers découvrent que la structure n'était pas conforme aux normes électriques, l'assurance ne couvrira rien. Vous perdez tout. Le marché de la revente est quasi inexistant. Qui voudrait acheter un bâtiment illégal, impossible à assurer et qui se dégrade à billes? Imaginez le scénario, un jeune couple met ses 30 000 € d'économie dans un de ses kits. Ils sont euphoriques le jour de la livraison. Et là, le premier coup de fil à la mairie pour la déclaration de travaux leur apprend que leur projet est illégal et qu'ils ne pourront jamais leur accorder à l'eau. L'euphorie se transforme en catastrophe financière et personnelle. Sans parler des arnaques pures et simples, où des vendeurs vous demandent de payer hors de la plateforme et ne livrent jamais rien. Ce n'est pas un investissement, c'est un pari à très haut risque. Bon, malgré tous ces obstacles, qui sont réels, je refuse de voir ce phénomène uniquement comme un piège. C'est avant tout le symptôme d'un marché du logement qui ne répond plus aux besoins des gens. Cette tendance force à innover et à questionner nos modèles. Elle démocratise l'idée que l'on peut construire son habitat autrement. La solution n'est peut-être pas parfaite aujourd'hui, mais elle pousse dans la bonne direction, vers des logements plus petits, plus abordables, plus rapides à construire.
Avec une recherche approfondie et une bonne compréhension des règles, un acheteur averti peut y trouver son compte. Le potentiel est là. L'idée est séduisante, je vous l'accorde, mais la réalité est impitoyable. Dans leur forme actuelle, ces produits exploitent une détresse. Ils vendent un rêve clé en main qui se transforme en un parcours du combattant sans fin. Tant que les vendeurs ne seront pas contraints à une transparence totale sur les coûts réels et les démarches administratives, et tant que les réglementations ne s'adapteront pas pour encadrer ces nouvelles formes d'habitat, cela restera une niche pleine de dangers. Ce n'est pas une solution à la crise du logement, c'est un symptôme qui crée ses propres victimes. Avant de rêver d'une maison en un clic, il faut se rappeler que la construction est un métier et que les règles d'urbanisme existent pour une raison, nous protéger. Notre discussion montre bien la tension fondamentale au cœur de ce sujet. D'un côté, une innovation de marché portée par le numérique qui répond à une aspiration profonde à la propriété et à la simplicité. De l'autre, le poids et la complexité nécessaire d'un cadre réglementaire conçu pour la sécurité et la pérennité. La question de savoir si ces maisons en kit deviendront une solution viable dépendra entièrement de la capacité de ces deux mondes à dialoguer et à converger. Et les sources que nous avons consultées montrent que le débat ne fait que commencer.